Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Anything's possible. Anything's possible. C'est marrant parce qu'en basket, quand Boston est champion, Xavier, on a l'impression que le trophée rentre à la maison. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Trèfle. Johan pour vous accueillir et on se retrouve donc après un petit 5e de la saison, oui, puisque je me suis amusé à faire le calcul. On a joué 17 matchs, ce qui correspond à un tout petit peu plus de 20% des 82 matchs de la saison. On va essayer aujourd'hui de commencer un petit peu à donner des éléments de réponse sur les différentes questions qu'on pouvait se poser avant le début de cette saison un petit peu particulière. Et pour ça, je suis accompagné d'Azad. Comment ça va, mon Azad ? Bah écoute, ça va. Tout tranquille, vraiment, je suis d'humeur joviale et d'humeur assez tranquille. Je crois que l'hiver me sied. Une fois que mon corps s'est habitué à l'hiver, en fait, ça va. Je crois que les premières semaines d'hiver, souvent, j'ai un peu du mal. Mon corps est pas un fan de la transition. Mais une fois qu'on est dedans, une fois que je suis bien dans mes charentaises avec ma tisane et mon miel, franchement, je suis comme un pape. Donc vraiment, tout va pour le mieux. Bah, c'est cool. Bah, je sais pas ce que ça a donné chez vous, mais chez moi, l'hiver, il est vraiment arrivé très très fort. Hein. Ouais. Enfin, il est arrivé d'un coup surtout. On est avec Vincent aussi. Comment ça va, Vince ? Ça va très bien, effectivement. On a vu de la neige même un petit peu, donc Arzad il dit pas ça parce que lui c'est habituel, mais moi j'en ai vu un petit peu, donc ça m'a fait plaisir. Ouais. J'en ai vu aussi. Bah, toi ça doit être rare. Ah bah dans le sud-est on n'en voit pas, enfin j'en ai vu, on la voyait vaguement en l'air, elle a pas tenu par terre, mais on l'a un tout petit peu vu. Les gars, avant de rentrer un peu dans le détail, votre sentiment un petit peu sur cette saison-là, je le disais, donc on est à 17 matchs, on enregistre après le match contre Orlando, donc nous sommes le 24 novembre, et c'est un peu le bordel, hein, faut dire les choses comme elles sont. Enfin, je veux dire, on gagne des matchs, on perd des matchs qu'on devrait gagner, on en gagne, on sait pas trop où on va. Comment vous sentez ça, vous ? C'est difficile, hein. C'est difficile. J'ai l'impression que... Ouais, là, le bilan, c'est quoi ? C'est 19, 9-8 ? 9-8, ouais. Ouais, je me dis, on a joué 1/5 des matchs et on a déjà gagné un tiers des matchs qu'on doit gagner si on veut jouer un truc à la loterie de la draft, quoi. Entre guillemets. Donc, soit il faut vraiment que ça gagne de moins en moins de matchs pour les prochaines semaines, soit on va vraiment être dans ce qu'on voulait potentiellement éviter, d'être dans le milieu de tableau jusqu'à ce que Tatum revienne, parce que je pense que si l'équipe est en milieu de tableau, bah, Tatum, s'il sentira de jouer, il va revenir jouer. Et vu la tronche de la conférence Est cette saison, tu te dis, bah, finalement, est-ce que cette équipe de Boston avec Tatum, elle peut pas au moins passer un tour ? C'est absolument terrible, mais bon. Donc voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai. Me dis, bon, c'est peut-être un peu dommage quand je vois tous les bons joueurs qui ont l'air d'arriver à la draft de la saison prochaine. Mais bon, voilà, écoute, c'est comme ça, on maîtrise pas tout. Et puis il y a des matchs qui ont été perdus, ça a été des tristes défaites qui rappellent un peu les limites de l'équipe. Puis il y a eu des victoires un peu plus héroïques, quoi. Donc voilà, ça dépend des jours. Mais bon, c'est quand même une équipe qui est intéressante à suivre et qui cherche un peu son identité. Donc c'est toujours intéressant de suivre un peu une équipe qui se cherche finalement. Mais je trouve que c'est pas tant le bordel que ça en fait. Parce que j'ai l'impression de voir un peu ce à quoi on s'attendait en fait finalement. Une équipe avec des limites structurelles, tiens, comme dirait Azad, mais une équipe qui se donne à fond. Alors oui, forcément, mais une équipe avec des joueurs NBA en nombre, plutôt typés vétérans, pas forcément trop jeunes, qui se donnent à fond, bah, c'est une équipe qui gagne des matchs en fait tout simplement, qui a toujours du talent quand même mine de rien. Bah, en fait au final, bah, moi je pense que c'est tant qu'on n'a pas 2-3 blessures supplémentaires au-dessus de Tatum, je pense que c'est une équipe qui frisera avec l'équilibre victoire-défaite. Ouais.
Alors oui, le truc du tanking, machin, de la draft. Après, franchement, je pense que les mecs, le staff et les mecs sont là pour gagner des matchs le plus possible en fait. Et je pense qu'ils sont moins dans ces considérations que nous en fait. Et je pense que c'est compliqué pour un front office d'aller dire à des White, Pritchard, Hauser, Brown, bah les gars, ce serait bien de pas trop gagner quoi. Non, Et je auquel pense cas, que- il les fera pas jouer. Je pense que c'est pas le tanking. Je pense que l'idée du tanking, elle aura quand même, elle aura pas traversé l'esprit, mais disons que de la manière dont ils ont construit l'équipe, l'objectif c'était de passer sous le premier apron et de se dire bon, si on n'est pas compétitif, c'est pas grave. Enfin, quand tu vas Ouais. chercher Mm. Luka Garza, tu sais très bien que c'est ni un projet de développement, ni un projet de quoi que ce soit entre guillemets quoi. Mais d'un autre côté, il l'a bien dit, Stevens. Il a dit regardez ce qu'on a donné à nos intérieurs, c'est ce Oui, qu'on oui. avait de dispo. Et de toute Oui, façon, un pivot jeune en développement, il prend pas le mini. Il est en contrat rookie ou il prend un peu plus généralement. Si tu as du potentiel à Oui, bien développer sûr. généralement. Surtout qu'en plus, c'est un poste qui est, j'ai l'impression, compliqué, je trouve, en NBA. Enfin, ouais, qui est pas évident, je trouve, Totalement. à situer. Ah, bah, Donc non, ouais, elle est plutôt, on va en parler aujourd'hui, mais je la trouve assez enthousiasmante cette équipe. Je crois qu'à tous les matchs, j'arrive à trouver des trucs cool où je me réjouis. Oui, et puis au pire, quand ça perd, tu te dis bon, bah, dans tous les cas, Et- c'est toujours ça le prix finalement. Je le prends pas mal. Je le prends pas mal. ça fait des sentiments qu'on n'avait pas l'habitude de Mhm. ressentir. Oui. Mais en même temps, il y a cette espèce de truc qui continue là avec AJ Dibonsa. Je sais pas si vous avez vu, mais le mec, il essaye toujours d'en placer une pour dire, enfin là, la dernière fois, il a dit si les dieux du basketball m'envoient un jour jouer à Boston, etc. Donc juste pour ceux ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de nos auditeurs qui soient pas au courant parce on le voit beaucoup passer, mais juste pour situer un peu, AJ Dibonsa qui est donc un prospect qui, sauf cataclysme, sera top 3 à la prochaine draft, qui est un jeune qui vient de Boston, et il y a toute une story qui est faite autour de ça, et je trouve que ça entretient quand même vachement le truc de dire que après tout, si Boston perd, ça fait plus de chances qu'ils viennent chez nous, quoi. Mais après, moi, ça m'arrangerait que ce soit pas lui qu'on draft. Mais bon. Ouais, non, mais j'en parlais avec Titouan, c'est ce qu'on se disait. Je vois les fans les fans des Celtics sur Twitter, notamment, qui font tout un truc genre, en gros, on joue la saison pour Dibonsa, mais les gars, il y a quand même une forte probabilité, si on a un très gros pic, qu'on le prenne pas lui, en fait. Mais, Bah, mais ou bon. alors ça annoncerait potentiellement vraiment un trade d'un des deux ailiers qui sont en contrat max à Boston, quoi. Après, tu peux les faire jouer tous les trois hein, sur les postes 2, 3, 4, non? Ouais, mais j'ai problème de spacing et de création, je pense, au bout d'un moment. Mais bon, c'est pas le sujet, Ouais, d'accord. c'est pas Ouais, le sujet du podcast. Là, on en parlera quand on fera en fin On de en saison. on en quand fera on parler le- Titouan surtout parce qu'on va pas, je vais pas commencer à me permettre de raconter des conneries sur la draft. C'est un sujet que je ne maîtrise pas, donc On en reparlera quand ce sera le moment, effectivement. Du coup, cher Azad, je vais te lancer sur un sujet que tu maîtrises. On va parler un petit peu, donc avant de rentrer avant de rentrer sur des choses un peu plus précises au niveau des joueurs, etc. On va parler, en gros, du jeu, du fond de jeu des Celtics qui a été pas mal modifié, et notamment pour ce qui est des fréquences. Tu sais quoi, je te lance. Vas-y, explique-nous tout ça. bah, en fait l'idée c'est un petit peu de regarder tout simplement les tendances collectives des Celtics cette saison et on peut les mettre tout simplement en comparaison avec l'année dernière. Et pour donner un peu déjà une ordre d'idée par rapport au classement, l'année dernière Boston était 3e attaque et 5e défense. Vous les gars, vous pensez que Boston cette saison ils sont classés combien en attaque et en défense en NBA cette saison? Ce serait quoi un peu vos Alors, pronostics genre 17 matchs? ouais, mais Si alors, moi, vous n'avez pas les chiffres en tête. Moi, voilà, je c'est les ça, ai sous les yeux, donc. moi aussi, Ok. je les ai regardés, donc je peux pas, j'ai triché. Moi j'ai été On assez travaille, surpris. on triche pas, on travaille, monsieur. J'ai été très surpris. Vas-y, Bah, je suis assez surpris aussi, surtout du niveau offensif. offensif. J'avoue que ce soit la 15e défense de la ligue, je me dis, bon, entre guillemets, c'est moyen et ça se tient vis-à-vis potentiellement des joueurs que tu peux avoir et puis même de la qualité de coaching que tu as en défense. Par contre, l'attaque, j'étais un peu plus surpris. J'étais un peu plus surpris parce que 7e attaque de NBA, entre guillemets, c'est quand même
ça veut dire que le niveau offensif, c'est presque pas trop cassé la gueule. Donc on met les grosses pincettes avec ce qu'on est en train de dire. Mais, entre guillemets, il y a quand même quelque chose qui tient. Alors par contre, déjà en attaque, on a une équipe qui est assez différente de l'année dernière sur le régime de tir qu'elle prend. Et notamment sur la zone du long mi-distance. Et c'est un peu surprenant. Mais Boston est devenu l'équipe NBA qui prend le plus de longs mi-distance. Plus que Sacramento avec Sabonis et DeRozan. Donc je ne sais pas trop qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué? Qu'est-ce que vous en dites? Alors de toute façon, c'est criant. Et les deux vecteurs principaux de ça, c'est Jaylen Brown qui prend énormément de tirs en mi-distance. Il y a Peyton Pritchard qui en prend pas mal aussi. Et je trouve que même Derrick White en prend un peu trop. Et en plus, lui, il rentre. Enfin, au niveau visuel, j'ai pas vérifié. Mais je trouve qu'il rentre rien à cette zone. Pritchard et Brown, pour l'instant, sont certainement surchauffes. J'en sais rien parce que Pritchard, c'était déjà ses standards l'année dernière. Mais c'est les trois vecteurs principaux de gens qui n'arrivent pas à aller jusqu'au panier, et en plus le spacing c'est quand même bien vautré, donc il n'y a pas beaucoup de place pour ces messieurs. Et surtout en plus on a eu White et Pritchard qui mettaient pas un 3 points en tout début de saison. Donc je pense que ça s'est rapproché un peu du panier pour se redonner peut-être un peu confiance aussi, notamment Pritchard, je pense. Ouais, c'est sûr, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que ça soulève le point du spacing finalement. C'est pas une décision pleine de prendre des longues distances parce que faut savoir que le volume à 3 points a diminué, mais il y a aussi le volume au cercle qui a diminué et le volume dans les corners. Donc entre guillemets, c'est quand même un peu un aveu finalement d'une incapacité à créer des bons tirs, mais finalement c'est une des équipes les plus efficaces dans cette zone-là. Alors, est-ce que ça tiendra, est-ce que ça ne tiendra pas ? Ça, on verra bien avec le temps. Mais bon, c'est une équipe qui joue beaucoup, du coup, dans cette zone de mi-distance. Et c'est aussi une équipe qui, finalement, offensivement, joue quand même beaucoup, je trouve, d'isolation. Et il y a des passages très collectifs et il y a des passages très individuels, je trouve. Et je trouve qu'il y a un chiffre qui montre bien ça. C'est que c'est une équipe qui perd pas beaucoup de ballons. C'est l'équipe qui perd le moins de ballons de NBA, les Boston Celtics, en pourcentage de perte de balles par 100 possessions. Et c'est pas seulement qu'ils ont des super porteurs de balles qui font très attention au ballon et qui font peu d'erreurs, c'est aussi du fait que finalement les circuits de passe, quand le ballon circule beaucoup, c'est souvent sur des phases peut-être un peu plus arrêtées, et que finalement les gros mouvements de balles se font sur des choses qu'ils faisaient déjà l'année dernière. On retrouve beaucoup de systèmes qui existaient déjà l'année dernière, et sinon on trouve beaucoup d'isolation, et finalement pas faire de passes, ça permet de pas perdre le ballon. Et c'est vrai que collectivement, c'est vrai que c'est une équipe qui est parfois un peu frustrante, parce que j'avais quand même l'espoir de voir un basket un poil plus collectif cette saison du côté des Celtics, et c'est parfois, je trouve, quand même encore très individuel, et je trouve que même si il y a des vraies bonnes choses en attaque, collectivement parfois ça s'enferme un peu dans des isolations. Mais bon, après c'est aussi parce que le manque de spacing permet pas forcément à des créateurs moyens de créer un gros jeu collectif, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai le même constat, on va dire, d'un point de vue esthétique, même s'il comme tu l'as dit, il y a des très belles phases. Il y a vraiment des super phases, à chaque match on arrive à... Mais dans le flow du match, c'est vrai qu'il y a toujours des moments où tu vas t'envoyer des isolations sur isolation sur isolation, des 3 joueurs que j'ai cités notamment. Voilà. Et par contre, mais c'est du très Mazzulla Ball finalement, tout ce qu'on voit. Par contre, il a des résultats. Et effectivement, tu l'as dit, pour l'instant, 7ème attaque de NBA avec ce roster, c'est une performance. Autant quand on était top 3 ces 2 dernières années, ou top 1, ou j'en sais rien, avec le roster qu'il y avait, ok, dont acte. 7ème avec ce roster, donc c'est-à-dire que tu n'as aucun créateur de très haut niveau, 0. Voilà, ça reste une performance. Et en plus, tu es quand même sur un début de saison où, je le disais, Pritchard et White, et notamment White, il met pas un tir. Donc, il arrive à... tout le temps, parce que depuis qu'il est là, Mazzulla, c'est le cas, il arrive à
générer du point. Il génère du point, il génère des attaques qui scorent en régulière. Et peut-être qu'on pourrait, on va dire, nuancer ça sur les playoffs. Mais en tout cas, moi pour l'instant, je suis très surpris de la valeur de cette attaque. En tout cas, ce qu'elle produit. Ouais. Non, mais c'est sûr. Et après, je pense que ils sont aussi bien aidés par une bonne réussite au tir sur ces tirs compliqués-là. Et il y a aussi quelque chose qui est assez chouette, je trouve, c'est que ils ont poussé encore plus la volonté d'aller au rebond offensif, malgré la perte de Cornet, malgré la perte même, tu vois, de Porzingis qui pouvait apporter là-dessus. Bah, finalement, ils continuent à y aller. Keita est un peu le leader de la charge sur cette mission-là, mais il y a beaucoup de joueurs aussi de crash and finish, comme on peut les appeler, avec Josh Minot, avec Hugo Gonzalez, qui vont, même Jordan Walsh, qui vont un petit peu aller se fumer la coince, à aller essayer d'attraper des rebonds offensifs. Et du coup, avec ça, et une autre petite chose qui est assez intéressante, c'est la capacité à créer des turnovers chez l'adversaire. Et ben en fait, avec leur rebond offensif qui génère et les pertes de balles chez l'adversaire et le fait de ne pas perdre beaucoup de ballons, c'est une équipe qui finalement domine presque dans tous les aspects de la bataille du terrain et c'est de la bataille des possessions. Et la création de turnover, c'est vraiment quelque chose de très nouveau chez les Celtics. C'était pas du tout le cas les années précédentes où ils étaient presque bons derniers dans ces catégories-là. Et maintenant, ils ont beaucoup progressé. Par contre, quand on parle de la bataille des possessions, on est aussi obligé de parler de l'équipe de Boston qui est peut-être la pire équipe au rebond défensif de ce début de saison et qui a perdu nombre de matchs par incapacité à protéger le rebond défensif. Donc vraiment, on a une équipe toute nouvelle qui connaît des difficultés et qui les avait pas forcément avant et qui aussi montre une certaine capacité d'adaptation malgré le manque de talent et le manque de taille. Donc voilà, je voulais faire un petit tour un petit peu d'horizon du fond de jeu de cette équipe-là qui finalement est peut-être surprenante, mais moi c'est vrai que comme Vince le dit, ça correspond un petit peu à l'idée qu'on aurait pu se faire de cette équipe quand on a regardé les mouvements de l'été, quoi. Je vais rajouter un dernier chiffre, en tout cas un dernier fait sur l'évolution de cette équipe. On est toujours bon dernier pour aller sur les lignes des lancers francs en attaque. Mais ça, bon, pas de problème avec ça. Je le vis bien. On est habitué. Par contre, là où on a le plus gros gadin sur ce début de saison par rapport à l'année précédente, c'est qu'à la base, voilà, on était l'équipe depuis 2 ans qui concédait le moins de lancers francs. Et là, on est 28e sur 30. Donc, globalement, on a un déficit, mais colossal sur la ligne des lancers francs. On a beaucoup plus de défenseurs inexpérimentés, jeunes. Ça joue petit, on est petit. On a des grands bras. On y reviendra plus tard avec des joueurs, mais on a des défenseurs qui se donnent énormément, mais qui sont très jeunes, assez sous-dimensionnés quand même. Donc ça s'explique. Par contre, effectivement, ça faisait 2 ans qu'on était vraiment élite là-dessus. Moi, je rigolais tout le temps en disant qu'on n'allait pas sur la ligne, on concédait pas de lancer franc, on avait les matchs les plus courts de NBA à regarder. Là, c'est vraiment, on se vautre. Vous voyez, en moyenne, on doit être sur entre 10 et 15 lancers francs d'écart entre notre attaque et notre défense à tous les matchs. Donc tu pars quand même avec du retard. Avec du retard, c'est sûr. Bon, mais le point positif de tout ça, quelque part, c'est qu'on s'ennuie pas. Non. Ah non, mais on l'avait dit ça. Ouais, non, mais c'est vrai qu'on se posait plein de questions à l'entame de la saison, à se dire qu'est-ce que ça va donner, etc. Et on s'était un peu quitté là-dessus, en disant qu'en gros, on avait beaucoup de choses à découvrir et qu'on avait hâte de voir comment ça allait se passer. Et ben voilà, il y a matière et c'est sympa. Est-ce que c'est bon pour vous à ce niveau-là, Azad? On passe au cas par cas un petit peu. Bon, et ben comment ne pas démarrer cette partie plus centrée sur les joueurs par notre ami Jaylen Brown. Donc parmi les questions qu'on se posait au début de la saison, et qui est une question qu'on a pu se poser déjà même avant, qu'est-ce que ça pourrait donner si Jaylen Brown avait les clés de l'équipe? Et ben ça y est, on y est. Et cette fois, on va quand même avoir plutôt du positif à dire là-dessus. Azad, qu'est-ce que t'en penses?
Bah, écoute, oui, moi, j'avoue que je trouve qu'il arrive plutôt bien et à s'adapter à cette équipe qui n'a pas vraiment de spacing. Et finalement, je suis pas sûr que dans le spacing actuel des Celtics, il puisse faire beaucoup mieux. Tu vois, même son volume de drive a un peu augmenté par match. Bon, après, en même temps, c'est relatif aussi à son nombre de ballons qui a énormément augmenté. On est sur un des joueurs qui a le plus gros usage de NBA, quoi. On est vraiment sur les moments où il est sur le terrain, on s'approche quand même vraiment de ce qu'on retrouvait dans les pourcentages de joueurs héliocentriques. Il est à 35% d'usage. Donc, bah, tout simplement, c'est le centième centile chez les joueurs de son poste. Donc, il n'y a pas un joueur à son poste qui, finalement, touche plus de ballons que lui. Enfin, pas touche plus de ballons que lui, mais qui ne finit ou qui crée une action pour les autres plus que lui. Donc, il a vraiment un volume colossal. Et pour l'instant, l'efficacité tient plutôt bien. Il n'y a pas trop de pertes de balles. Encore une fois, il n'y a pas trop de pertes de balles parce qu'il n'y a pas énormément de création pour les autres relatif au volume de jeu qu'il a. On retrouve finalement un petit peu son agressivité oulala, sur drive. Et puis bah, une énorme présence au mid-range. C'est le joueur avec DeMar DeRozan qui prend le plus de mid-range de NBA. Pour l'instant, il est très efficace là-dessus. Donc finalement, pas grand-chose à lui reprocher. La seule chose que je trouve un peu dommage finalement, c'est que j'ai l'impression que son volume de post-up a un peu disparu alors que c'était quelque chose qui était beaucoup utilisé l'année dernière et je trouvais qu'il lui allait plutôt bien. Donc je serais curieux de savoir pourquoi Joe Mazzulla lui donne moins de possession au post-up. Moi, Mais j'ai une petite finalement, théorie que en regardant le match de Orlando, tu vois, je trouve que maintenant ça va venir vite fermer à deux sur lui. oui, et du coup ça risque de... En fait, son post-up dans notre spacing de l'année dernière, ultra menaçant et tout, je trouvais que c'était cool. Et en fait, là, d'ailleurs, C'est trop souvent, statique. hier, il poste Tyus Jones, et en Hmm. fait, il part direct, en fait. Et ce qui fait très bien, et tu sais, attrapé par tir et tout, c'était assez cool. Ça va pas donner grand-chose d'ailleurs, mais je pense qu'il s'il commence à poser une seconde, 2 secondes, ouais, à mon avis, c'est perte de balle, ça va vite venir doubler à deux avec le pivot et tout. Dans un sens, je comprends ce truc-là, en fait. D'ailleurs, on poste quasiment plus, d'ailleurs. Non. Moi, j'avais. J'aimais bien moi pourtant, mais... En plus, on était fort là-dessus, c'est surtout ça. Moi, je suis un peu comme toi, Azad, mais en fait, Johan, tu disais Jalen Brown avec les clés de l'équipe. Pour moi, il a pas les clés de l'équipe, en fait. Moi, j'avais peur qu'il prenne beaucoup de pick and roll, qu'il soit vraiment dans la création, qu'il ait tous les ballons. En fait, là, il a les ballons de finition, comme d'habitude, sauf qu'il en a plus. En Après, il fait. a un peu plus de pick and roll qu'avant quand même. Oh, Il l'utilise plus sur pick and roll, tu trouves pas? Moi, je trouve qu'il y a quand même avec Keta, je le retrouve un peu plus quand même sur des pick and roll. Ils ont aussi développé un petit peu ces actions de pick and roll là, comme on avait fait un peu sur la vidéo avec Baptiste, où il reçoit d'abord un flare screen et ensuite il vient jouer le pick and roll. Donc, je trouve quand même qu'on le trouve un peu plus balle en main que la saison dernière. Je me rends pas compte vraiment de si son volume de Jalen Brown a augmenté, si son volume de pick and roll a augmenté, mais tu vois, cette année, il finit 6 actions en tant que porteur de balle en tant que porteur de balle sur le pick and roll, et l'année dernière, on était sur 4 actions. Donc ouais. ça fait quand même un volume qui a augmenté considérablement un petit peu sur ce type d'action. Après, je pense que dans tous les cas, t'as pas vraiment le choix, mais ça représente quand même une plus grosse partie de son jeu qu'avant. Donc je pense quand même qu'il y a un peu plus de responsabilité sur ça qu'avant, mais finalement, pour l'instant, il fait, je trouve, des progrès sur les lectures en pick and roll, et je pense que c'est aussi potentiellement lié au fait qu'il soit moins blessé que l'année dernière. Et je pense qu'il a l'air d'être mieux dans son corps qu'il l'avait été la saison précédente. Un truc qui me plaît bien, c'est qu'effectivement, il a progressé. Tu sais, quand il met son défenseur à la suite du pic Mais dans oui, son dos, on a vu des images là, contre avec, Orlando. ouais, contre Orlando avec Franz Wagner. Le premier carton, Mhm. Brand Wagner, il est trop cool. Franchement, il est cool. Les mecs s'envoient tous les deux, l'un sur l'autre, tout le premier carton. C'était assez.
Voilà, des trucs fun que je me suis régalé ce matin, tu vois, donc vraiment assez sympa. Tu l'as dit Azad, un peu surchauffe hein, pour l'instant je pense sur le mid-range, hein, sur les longs mid-range il est à plus de 55%. Même si c'est un tir qu'il a historiquement été toujours confortable dessus, moi je préfère qu'il prenne ces tirs là plutôt qu'il prenne des 3 points un peu pourris, parce que historiquement il est pas très bon aux 3 points, il va un peu plus sur la ligne aussi. Petit quiz qui m'a fait rigoler, parce que je regardais un peu la répartition des tirs de Jalen Brown depuis, sur le début de saison. 24% au panier, 52% sur tous les mid-range et 24% de 3 points. Donc ça fait 20, 25, 25, 50 en fait. Hein, voilà. Un joueur connu qui a quasiment la même répartition à 1% près sur tout ce que je viens de vous citer à votre avis. SGA. Ah, il est trop fort ce Hazard, c'est pas possible quoi. SGA cette année, mais il est trop fort. En plus, je me disais, il va pas penser SGA. Et ben SGA c'est exactement ça. 24 à 3 points, 25 au cercle. Alors j'ai mis tous les mid-range parce que SGA se rapproche un peu plus du panier sur ses mid-range. C'est plutôt des short mid plutôt que des long mid, mais sinon, ils ont exactement la même répartition et j'imagine que Shea va bien plus sur la ligne et il est tellement plus efficace dans toutes les zones. Mais en tout cas, c'est une répartition de superstars. Hein. Je pense que si on regardait Kevin Durant, ça se trouve, on serait peut-être pas bien loin non plus, j'en sais rien. Durant, c'est quand même pas la même fréquence au cercle. Durant, je crois que ça doit être 10% au cercle. Ah ouais, quand même, d'accord, ok. Je crois, hein. Mais je pense que ça. Mais par contre, sur les volumes de mi-distance, il est au-dessus, ouais. Mais 14, t'as raison, 14. Mais bon, tout ça pour dire que ouais, on est sur des régimes de superstars. Notre Jalen Brown, il est ce qu'il est, il fait plutôt un bon début de saison et c'est quand même le chapeau 2 des superstars, voire même chapeau 3 des superstars. Je regardais un peu où il en était par rapport en comparant avec des mecs qui ont le même volume de responsabilité, et ben il est en dessous des extraterrestres et il y en a beaucoup maintenant. Par contre, il est bien au-dessus des jeunes porteurs de balles, donc il est dans ce paquet de chapeau 2 quoi, on va dire. Bon, et franchement, moi j'avais dit ça va tenir l'efficacité. Franchement, s'il tient ça sur toute la saison, il fera une grande saison par rapport à ce qu'on s'attendait à nous. Ah oui. Si la saison s'arrêtait maintenant, ce serait une meilleure saison qu'attendue. Ouais, largement, parce que nous on avait pronostiqué entre guillemets, mais si on n'avait pas parlé, une dégringolade de l'efficacité qui était déjà pas géniale. C'est-à-dire que là il est plus efficace que l'année dernière pour l'instant. Après on est déjà à 20%. Moi j'étais surpris quand on m'avait dit déjà 20% de la saison, ça va très vite. Ouais, ça passe super vite. Ouais, ça veut aussi dire qu'il en reste 80%. Aussi. Ouais, j'avoue. Et pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, ça peut basculer très vite aussi, parce que comme disait Azad, si à un moment on se rend compte qu'il faut arrêter de gagner, peut-être que les choses seront différentes. On va continuer avec la rotation, en fait, tout simplement. Est-ce que vous savez combien de joueurs ont joué tous les matchs ? Genre, question de blessure ou... Globalement. Je pense qu'il y en a 4 qui ont participé aux 17 matchs de la saison. 4. Ouais, je dirais... je me rappelle plus trop des blessures, mais je dirais Brand, Pritchard, Hauser et White, quoi. Ah, moi j'avais pas Hauser, j'avais Keita. Alors ils y sont tous les deux. Et il y en a... Donc ça fait 5. Et il y en a un 6e, c'est Anthony Simons. Ah bah oui. Ah oui, c'est vrai. Oh là, c'est pas bon signe si on l'oublie. Très mauvais signe. Est-ce que c'est pas un joueur oubliable ? On parlera de lui un petit peu plus tard, un petit peu plus en détail. Mais en fait, je vous demande ça parce que je me suis rendu compte qu'il y a il y a pas mal de tests qui ont été faits. Donc juste pour revenir là-dessus, sur ces 6 joueurs, il y en a 4 qui ont été titulaires à tous les matchs. Donc on a un noyau, une ossature qui est donc Derek White et Peyton Pritchard sur le backcourt. On a Jalen Brown qui est dans l'aile avec Neemias Queta au poste de pivot. Donc ça n'a pas bougé de toute la saison. On a Anthony Simons qui n'a pas starté un seul match. Et en même temps, on pouvait s'y attendre puisque voilà, c'était soit... on a pu se poser la question un tout petit peu, puis c'est vite devenu évident qu'en fait, ce serait lui le 6e homme et Pritchard qui serait le titulaire. Donc jusque-là, tout ça n'a pas bougé. Sam Hauser qui a joué les 17 matchs aussi, qui a starté 2 fois.
Donc on va pas dire que c'est anecdotique, mais je pense que c'est peu représentatif. Et en fait, justement, ce qui m'intéresse et ce dont je voudrais qu'on parle maintenant, bah, c'est ce fameux ce fameux cinquième titulaire, pardon, qui donc a pas mal bougé. Ça a commencé en début de saison donc avec Sam Hauser. Et puis très vite, c'est Josh Minott qui a pris cette place. Il a starté 9 fois. Il y a eu quelques tests. Il y a Hugo Gonzalez qui a starté une fois après un match où il avait été particulièrement intéressant. Donc je sais pas si ça a été une forme de récompense ou si Mazzulla s'est dit que ça pouvait valoir le coup de le tester une fois. Euh, et depuis quelques matchs, là, donc 5 matchs pour être précis, c'est Jordan Walsh donc, qui prend la dernière place dans le 5. Est-ce que, enfin je sais pas, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a un espèce de test grandeur nature, enfin on a l'impression que ça change tout le temps et que c'est plus ou moins voulu. Il y a des joueurs, donc il y a un autre joueur qui rentre un peu dans à ce poste-là et qui a moins de minutes, mais qui est pas mal testé aussi, c'est Baylor Scheierman, puisqu'il a quand même joué 13 matchs. Euh, mais quand on regarde un petit peu les rotations sur ce poste-là, enfin, je veux dire, il y a des matchs où, bah, il y a des matchs où Walsh n'a pas joué, il y a des matchs où Gonzalez n'a pas joué, où Scheierman n'a pas joué, et il y a un peu le sentiment qui leur donne un peu leur chance chacun leur tour. Alors, bon, Minot est sûrement un peu en dehors de ça parce qu'il a joué plus de matchs que les autres, quasiment tous les matchs. Et lui, pour le coup, le match qu'il a loupé, je me demande si c'est pas parce qu'il avait mal quelque part. Je n'ai pas souvenir qu'il ait pas joué, j'ai pas souvenir d'avoir vu un coach decisions, quoi. Mais voilà, pour Walsh, pour Gonzalez et Scheierman, il y a eu des phases de test. Comment est-ce que. Qu'est-ce que c'est. Quel est votre sentiment par rapport à ça, en fait, cette espèce de test, voilà, ce quatrième titulaire, ce besoin de trouver un autre ailier, comment vous sentez ça? Hmm, c'est difficile d'avoir un point de vue. En fait, je pense aussi que ça, en fait, c'est pas très important finalement qui va starter. Ce qui est intéressant dans les minutes de Walsh, c'est de voir que finalement, il arrive quand même à des moments en avoir plus de 20, parfois 25, ce qui n'a pas toujours été le cas. Donc voir un petit peu ce qu'il peut apporter. Mais ça montre aussi que il n'y a pas vraiment de joueur avec qui tu peux avoir un projet, quoi. Et je trouve que aussi chouette que ce soit d'avoir ces rotations-là, parce que du coup, ça veut dire que tu as des joueurs qui peuvent être in and out et qui peuvent, entre guillemets, accepter ce rôle-là et un peu l'indécision et de progresser, et que quand ils jouent, ils se donnent à fond. Donc finalement, ça te permet d'avoir une rotation très profonde sur l'aile avec plein de joueurs qui peuvent alterner les uns après les autres. Ça reste quand même que des joueurs d'un niveau assez moyen. Et c'est aussi bah, que des joueurs avec finalement beaucoup un peu de défauts ou pas mal de limites et aussi qui n'ont pas forcément un énorme potentiel, quoi. Je ne saurais même pas c'est lequel des quatre entre guillemets qui a le plus de potentiel pour devenir même. Je ne saurais même pas il y en a un des quatre qui a un niveau potentiel de devenir starter en NBA dans une équipe compétitive. Je pencherais vers Josh Minott, mais j'ai trop peur du tir, entre guillemets. Mais pour moi, c'est celui qui s'approche le plus d'un joueur compatible avec la NBA. Mais voilà. Moi, ça m'interroge plus qu'autre chose. Je trouve ça cool que ce soit fait dans un super esprit parce que j'ai l'impression que ça correspond à tout le monde. Et même Joe Mazzulla avait l'air de dire bah, dans tous les cas, c'est important d'avoir ça parce que on est dans une NBA qui a une énorme pace, qui joue de plus en plus vite, de plus en plus intense. Donc on va avoir besoin de 11 mecs, de 12 mecs qui vont jouer tous les matchs. Mais ça montre aussi bah, tout simplement les limites un peu techniques et de qualité de l'effectif, quoi. Oui, mais quelque part, ce qui se joue là, c'est pas une place de starter en fait. C'est de savoir que quand Tatum sera de retour, il y a un de ces mecs-là qui du coup prendra les quelques minutes dont on aura besoin. Et est-ce que c'est pas une espèce de bagarre pour savoir en gros qui sera prioritaire à ce moment-là? Ouais, je pense. Ça m'étonnerait que ce soit des minutes maintenant qui décident de. Je pense que tant que c'est indécis, et je pense que ça le sera pendant encore longtemps,
Je pense que c'est pas comme ça qu'ils décideront de la rotation. Et je pense que l'utilité même de ça, c'est d'avoir... Finalement, l'idée de ça, c'est de pas prendre de décision pour avoir des joueurs qui se développent et qui peuvent être utilisés l'un ou l'autre selon les besoins dans un match. Mais je sais même pas s'il y a un de ces joueurs-là qui serait utilisable dans un match de playoff cette saison, quoi. Enfin, s'il y avait des playoffs à jouer, quoi. Oui, voilà. Et que l'objectif était de gagner. Restons dans le mystérieux Azad. Mm. On n'a pas encore acté clairement qu'on visait les playoffs cette saison. Ok. Vincent, qu'est-ce que t'en penses? Moi, ça, c'est un vaste débat que j'ai avec Titouan depuis un petit moment, parce que dans les joueurs que vous avez cités, donc je résume, hein, Scheyerman, Walsh, Minot, Gonzalez, il y a nos 3 dernières drafts là-dedans. Il y a nos 3 dernières drafts, et ça m'enquiquine, parce que je suis d'accord avec Azad. Euh, les profils physiques sont les mêmes. Les défauts, des défauts, il y en a. À chaque fois, t'as aucun mec que t'es sûr du truc. T'as aucun mec qui a énorme potentiel. T'en as aucun que tu te dis, tiens, ah ouais, tiens, on est à un truc d'avoir un joueur NBA sûr et tout. Et ça m'embête d'avoir utilisé 3 pics de draft pour drafter simili 3 fois le même mec. Et en plus, tu fais un bon coup à l'intersaison, parce que je pense que Minot au minimum, c'est top. Mais c'est encore le même profil, quoi. Et finalement, si on veut caricaturer, Minot et Walsh, c'est un peu le même joueur quand même. Je pense que Minot, il est juste un peu plus fini, il a 2-3 ans de plus, il a un peu plus d'expérience NBA, mais c'est un peu le même type de joueur, tu vois. Alors moi, Ça j'ai limite peut-être un peu mieux le basket quand même. Ouais, Ouais, si un tu petit veux. peu. Mais ceci dit, Walsh est une jolie surprise du début des derniers matchs là, hein. Ouais. Alors je pense qu'il a embrassé son rôle de défenseur du meilleur attaquant adverse à merveille. Enfin on voit ses immenses bras, c'est-à-dire qu'à la draft, on nous avait dit, hein, il n'y a pas de tir, il n'y a pas d'attaque, par contre défensivement ça peut être génial, il y a des bras immenses. Bah Minot il est encore plus grand même, et je pense qu'au départ il est même encore plus grand, il a l'air d'avoir des grands bras aussi. Donc ça m'embête moi, parce que en fait, ce que je disais à Titouan l'autre jour, c'est que dès qu'il y en a un qui brille, admettons là c'est Jordan Walsh qui avait pris des minutes, et ben du coup tu vois quasiment plus Gonzalez et Scheyerman du coup. Parce que vu qu'ils sont tous sur les mêmes postes, que en plus t'es dans une équipe qui sur ces postes-là a ces 2 superstars, j'ai du mal avec ce qui a été fait, voilà. Alors peut-être qu'il y aura de l'écrémage, il y aura des transferts, j'en sais rien. Parce que Scheyerman n'est pas inintéressant. Scheyerman il rentre ses tirs depuis qu'il joue. Alors lui il a une imitation je trouve plus physique. Mais comme tu disais Azad, alors je pense que Gonzalez est tellement jeune on peut espérer, on a vu des choses sympas et tout, il est quand même hyper jeune, il a 19 ans, on peut espérer des choses, mais il y a un monde où ces 4 mecs-là, où sur les 4, il y en a 3 qui sont plus NBA dans 2 ans, c'est une possibilité. Je trouve ça dommage d'avoir une telle répétition de, de profils finalement. Pendant ce temps, on n'a aucun pivot à développer, par exemple. Enfin, il est en G-League éventuellement. Ça me, En fait, je les aime tous, je trouve qu'ils sont tous cool, parce qu'en plus, vu qu'on n'en attend pas grand chose et qu'ils donnent beaucoup d'énergie, on voit même des 5 sans pivot, là on a vu, c'est sympa et tout machin, avec plein d'ailiers comme ça, hyper sympa. Mais en fait, comme disait Azad, il n'y a pas ce côté potentiel, on se dit, ah, tiens, il faut qu'on lui donne des minutes, il pourra servir quasi sûr s'il se développe bien l'année prochaine. Là, c'est beaucoup de points d'interrogation toujours. Même s'ils sont tous cool, en plus, humainement, ça a l'air, enfin, au niveau du travail et tout, ils sont cool. D'ailleurs, on gagne des matchs, hein. Tu gagnerais pas des matchs s'ils étaient pas si bons. Oui, c'est sûr. Ouais, puis c'est un petit peu ce qu'on disait la dernière fois. C'est-à-dire qu'après, c'est sûr que sélectionner à chaque fois un ailier et un profil similaire, c'est un- c'est autre chose. Mais en fait, on paye un petit peu quelque part. Enfin, c'est le revers de la médaille de faire autant de bonnes saisons d'affilée. Oui. Tu te retrouves avec un pic de fin de premier tour. Enfin, je veux dire, Gonzalez, c'est un pic 28, Scheyerman, c'est un pic 30, et Jordan Walsh, c'est un pic de fin de premier tour qu'on a trade down, trade down, trade down, jusqu'à se retrouver à le prendre lui. Bah voilà, t'es au sommet de la NBA pendant 3 ans d'affilée, tu te retrouves avec 3 pics de fin de premier tour, début de second, qui donc ouais, ont un potentiel limité, quoi. Il y a 2 options, hein. Soit le front office, ils veulent absolument avoir beaucoup ce type d'ailier. Ils considèrent que c'est un peu le futur de la NBA d'avoir tous ces mecs de 2 mètres, 2 mètres 03 qui peuvent faire beaucoup de choses. C'est possible. Moi, par exemple, sur le pic de cette année, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur le podcast, je trouve ça
dommage d'avoir pris un énième ailier avec plein de défauts. Sur un mec qui joue au Real Madrid, on n'avait pas vu des flashs extraordinaires. De toute façon, il n'aurait pas été dispo sinon. Mais j'attendais un intérieur. Parce que là, effectivement, surtout que post-draft, c'est toujours facile de. Enfin voilà, tu peux pas forcément le prévoir à l'avance. Mais quand tu vois le pivot des Hornets, qui a été sélectionné en 34, Ryan Kalkbrenner, ça aurait été une piste. Alors moi si tu veux, tu vois, je veux même pas dire ça justement. Ça, tu vois, c'est juste, je ne connaissais pas les mecs. Quand Titouan me brosse le portrait, je dis mais attends, on a déjà plein de mecs comme ça. On a pris chez Herman l'année dernière, on a Walsh, bon, je savais pas qu'on aurait mis Monat, mais et j'ai toujours ce truc de le jour où t'as les Jays qui sont là, ils prennent 70 minutes à eux deux. Sur à peu près ses postes. Donc moi sans parler des mecs, ça se trouve t'aurais pris un autre mec encore plus nul, enfin là en plus il est pas nul, encore moins intéressant, mais ouais, la multiplicité là c'est ce qui se passe quand Walsh et Minot ils brillent, mais je me dis mince, on voit pas chez Herman et Gonzalez. C'est paradoxal un peu. Ouais, mais c'est ce on avait eu cette conversation avec Hugo il y a, je sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, justement parce que lui était déçu que je veux pas dire de bêtises. Ouais, non, il est sophomore, donc c'est ça, c'est l'année dernière. Au moment où on prend chez Herman, il y avait Kyle Filipowski qui était encore disponible. Et là, pareil, mais oui, c'est une question intéressante de savoir pourquoi ça s'acharne, entre guillemets, à prendre des ailiers comme ça. Après, au moment de la draft, Porzingis était encore là, Cornet aussi, Horford aussi, donc c'est... Est-ce qu'il y a une espèce de... Enfin, moi, pour en discuter beaucoup avec les copains qui sont branchés draft, notamment Titouan, le poste d'intérieur, c'est le plus difficile, entre guillemets, comment... Enfin, je pense que c'est celui qui prend le plus de temps. Quand tu arrives Day One en NBA, tu peux être un joueur... Bon, après, il y a des exceptions, mais je veux dire, un arrière, un ailier... il va assez vite se mettre dans le truc, alors que c'est vrai que les intérieurs ça prend plus de temps, donc est-ce qu'il y a une volonté peut-être d'éviter ça et de prendre des intérieurs plus confirmés? Je sais pas, mais ouais, effectivement, on s'est bien concentré sur les ailiers à la draft. On passe à la suite. Allez. Et du coup, la suite, on va revenir vers lui, c'est Anthony Simons. Donc, on en a parlé rapidement. Anthony Simons, c'est donc 17 matchs sur 17, 25 minutes de jeu de moyenne. Et j'ai quand même vu un superbe 41% à 3 points, avec 6,7 tentatives par match, je crois. Donc ça c'est pour le positif, En même temps on savait que c'était un excellent shooter, et à ce niveau-là ça fonctionne. Pour le reste, voilà, spoiler, tu nous l'as vendu tout à l'heure, Azad. Est-ce que c'est pas un joueur qu'on peut tout simplement oublier? On va essayer de développer un tout petit peu quand même. Vincent, comment tu sens ce début de saison d'Anthony Simons? Moi, je veux bien que tu se lances Azad parce que je sais pas trop quoi en penser de son début de saison. Je suis très dans. En fait, j'arrive pas à savoir ce qu'on lui demande. Vas-y, Azad, t'es le meilleur. Je prendrai la suite. C'est un joueur qui est. Mais je trouve que finalement, il n'est pas si éloigné des joueurs que peuvent être Brown ou Pritchard, dans le sens où il est très bon à mettre des tirs très compliqués. Donc, quand ça rentre, c'est très impressionnant. Quand ça rentre pas, c'est très frustrant. Mais c'est beaucoup de pull-up. Il y a quand même beaucoup de pull-up à mi-distance aussi. C'est un petit loulou qui aime bien son long mi-distance, un peu comme Jalen Brown. C'est un mec qui va pas beaucoup au cercle. Donc, il voit pas beaucoup la ligne des lancers francs. C'est un passeur qui est plutôt correct. Et c'est intéressant parce que structurellement, du coup, il apporte du spacing. Donc, Boston en a beaucoup besoin. Le problème, c'est que défensivement, il y a eu des efforts qui ont été faits. Mais je pense que il y a encore beaucoup de choses à combler, quoi. Donc, c'est un peu... c'est un projet... Je sais pas trop c'est lequel. Est-ce que le projet c'est de le re-signer? Est-ce que le projet c'est de l'échanger? Est-ce que le projet c'est de continuer à le faire jouer? C'est quand même... Ouais, il joue beaucoup moins que dans ses années précédentes. Ils le font sortir du banc. Je sais même pas avec quel joueur ça fonctionne entre guillemets le mieux avec lui. C'est quoi un petit peu les rotations qui lui vont le mieux? C'est difficile parce qu'en même temps, du coup, vu qu'il sort du banc, il joue beaucoup avec Garza. Et franchement, autant
Nemanja Sketa, je trouve que sa saison est très bonne. En même temps, quand tu le compares aux autres pivots de l'équipe, tu te dis, ah, ouais, en même temps, c'est. Y a pas grand chose à faire, quoi. Donc bon, je pense qu'il n'est pas mis dans les meilleures situations en Fernie Simons. Et il fait ce qu'il sait faire. Donc il apporte du spacing, il met des tirs compliqués, il crée un tout petit peu de décalage. C'est un passeur correct, mais bon, ça, c'est pas transcendant du tout. Et c'est mauvais en défense. Voilà, un petit peu. Pendant que tu en parlais, je me dis, bah en fait, finalement, il va pas si mal que ça dans notre style, parce qu'en fait, des mecs qui mettent des tirs difficiles tout seuls, bah, on en Mhm. a quand même besoin. Mhm. Et en vrai, par ça, il fait du bien. Il est très peu assisté. Enfin, il est très peu assisté. Il est assisté moins d'une fois sur deux sur tout ce qu'il fait, donc il met que des choses très dures, plutôt efficacement en plus. Il est quand même largement sauvé par la qualité de son shoot. C'est un des meilleurs shooters de NBA, hein, ça on l'avait dit, mais ça se confirme année après année, que ça soit sur pull-up, sur catch and shoot. Mais en fait, j'ai du mal à avoir un avis. Il fait très amorphe comme garçon, mais ça, on peut pas lui en vouloir. Il a toujours été comme ça. Par contre, je sais pas trop ce qu'on lui demande. Lui, tu vois pas trop d'émotion sur son visage. Donc en fait, depuis le départ, ce mec-là, entre le fait qu'il n'y a pas de présentation officielle, le fait que tu as l'impression que d'entrée de jeu, on lui a dit poulet, il y a un monde où tu attaques pas la saison avec nous. Là, très tôt, on lui dit oh, mais ça sera le banc. Nous, on a nos gars, on a Pritchard et tout machin. Oh, mais tous les signaux tendent vers. De toute façon, on veut pas vraiment que de là, toi t'es 27 millions, ça nous coûte cher, tout ça, tout ça. Je. Hyper compliqué, et je trouve qu'il s'en sort pas si mal que ça, parce que pour le coup, des fois, je trouve qu'on prend bien soin des joueurs. Je pense que lui, on prend pas trop bien soin de lui, tu vois. Mhm. Et tu vois, il crée quasiment rien, on lui demande même pas. Enfin, comme tu dis, les rotations avec lui, c'est un peu cata, hein. C'est Mhm. un peu, c'est un peu un de nos grands ailiers qui a pas d'attaque. C'est Garza qui a peu de qualité, même il fait ce qu'il peut, qui a quand même pas énormément de qualité. D'ailleurs, c'est un miracle que ça tienne, hein, une fois de plus, hein. Ouais, ouais. Mais cette équipe, pour l'instant, elle a un bon niveau, mais je me dis, c'est pas possible. Ça va se casser la gueule à un moment donné, non? Donc, Eh ben écoute, si ça se casse pas la gueule, faudra retourner voir l'ami Joe et lui tirer un coup de chapeau ah parce bah que tu peux déjà lui tirer un coup de chapeau. Moi, je trouve que c'est intéressant tactiquement ce qu'il arrive à proposer avec ce qu'il a. et tu vois, on l'a pas dit tout à l'heure, mais on continue à être une des équipes qui protège très 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 bien le panier. Il y a des marqueurs quand même de ce coach-là, même Mhm. si on a tendance à le critiquer parce qu'il y a des choses un peu frustrantes, hein, bien sûr, mais quand même fort. Et Mhm. moi, je m'attendais pas à ce début de saison-là. Je m'attendais à ce qu'on prenne des volets. Ça reste une équipe qui ne prend pas de volets. Tu ne prends pas de raclée avec cette équipe. Donc et quand même, quand tu fais jouer Garza 20 minutes, tu as le droit de prendre une raclée, hein, quand même, hein. Parce que là, en parlant de protection de panier, il saute moins haut que Horford, je pense. Et après, il faut le voir sprinter aussi. Bon, C'est- on va y venir justement, on va parler un peu du secteur intérieur. Euh, bon, juste en gros, on est d'accord que pour clore la partie sur lui, euh, on est d'accord qu'Anthony Simons n'est pas vraiment. Enfin, je sais pas. Moi, après, j'ai un biais qui est clair et peut-être que j'ai été bête de m'enfermer là-dedans, mais pour moi, l'évidence, c'était que l'idée, c'était qu'Anthony Simons brille pour pouvoir après l'échanger contre un intérieur. Enfin, je voyais pas comment on pouvait envisager la chose autrement. Et comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'il est sur le terrain dans des moments bah, pas intéressants, quoi. Enfin voilà, avec quand il y a la seconde unit, il joue avec Garza, il joue pas forcément dans les meilleures conditions. Et du coup, rien n'est fait pour le faire briller, quoi. Mhm. je Non, reste mais c'est pas toujours. facile pour lui, hein, je pense que. Ah, Mm. Mais bon, à voir qu'est-ce que ça donne. C'est un peu difficile à avoir une liste de lecture de ça, mais en même temps, c'est aussi tout aussi difficile d'avoir une liste de lecture de la rotation. Donc je pense qu'il faut pas non plus chercher des informations là où il y en a pas, non. je suis un peu surpris. Alors après, ça c'est plutôt l'historique, mais de à quel point Pritchard est devant lui. Sachant que c'est quand même Mm. des joueurs qui ont un petit peu les mêmes qualités, mêmes défauts quand même. Ouais. Je suis assez surpris que bah, dans les fins de match, dans tout ça, dans le starting five aussi, je pense que ça compte pour les mecs en NBA. Ça a été Pritchard et basta, on discute pas plus que ça. Ouais, Alors que parce que Pritchard, c'était le Pritchard, meilleur c'est. sixième homme de l'année. Il était bien dans ce rôle-là. Ouais, il y aurait eu une certaine logique à le laisser sortir du banc, ouais, c'est clair. Mais c'est le chouchou de. Ouais.
du C'est coach. c'est le chouchou de Joe, donc c'est normal. Oui, parce que la différence de temps de jeu est quand même assez. Parce qu'à la limite, voilà, le poste de. Enfin, le statut de titulaire, c'est une chose. Mais Pritchard, il joue quand même 32 minutes et demie par match. Et Simons, moins de 25 minutes. Donc, ouais, on est sur une différence assez marquée quand même. Donc le secteur intérieur, on l'a vaguement, on l'a vaguement évoqué. Bon, c'était ça aussi, hein, c'était une des grosses questions du début de saison. Nemias Kita, bien dans son rôle. Enfin, je veux dire, on n'attendait pas des miracles, mais comme, comme nous l'a dit Hugo en début de saison dans notre conversation avec la délicatesse qu'on lui connaît, qui nous dit ouais, on peut tout à fait faire une saison propre avec Nemias Kita qui fait les boueurs. Bon, c'est à peu près ça. Euh, Derrière, bon, Lucas Garza, je vous laisserai développer un petit peu, mais je pense que vous avez déjà donné un avis. Et puis, bon, Chris Boucher, est-ce qu'on peut vraiment le considérer comme un intérieur? Enfin, je pense que c'est plus un grand ailier qui dépanne à l'intérieur et au final, ça fait pas des miracles. Et Xavier Tillman, qu'on espérait voir un peu plus, bah, Mm. on ne le voit pas plus. Donc en fait, c'est c'est assez limité, quoi, comme on pouvait s'y attendre. Ouais, moi ce qui me surprend, c'est que Keita joue pas plus. Bon, que je sais pas si ils le protègent ou s'ils essayent de tester d'autres choses, mais j'ai l'impression que ouais, il pourrait apporter encore plus sur plus de minutes, quoi. Parce que je trouve qu'offensivement, déjà la qualité d'écran, c'est un des plus gros créateurs de décalage. Parce que en fait, la qualité des écrans qu'il pose et l'espace qu'il génère, c'est vraiment très bon et c'est un vrai progrès comparé à l'année dernière. Comme l'année dernière, c'était Cornet qui avait beaucoup progressé sur ça. Donc ça, c'est quand même une immense qualité d'intérieur. Et en plus, je trouve qu'il a progressé sur short roll dans ses lectures de jeu. Donc vraiment, offensivement, je trouve ça très bien. Défensivement, bon, il a un impact qui est très positif relatif à ses backups, parce que ses backups sont très nuls. Donc voilà. Oui, Oui, c'est vrai que il a la chance. Enfin, autant l'année dernière, le poste était complètement bouché et voilà, il fallait attendre qu'il n'y ait pas Porzingis. Enfin, une fois que Porzingis était sorti, il y avait Horford qui jouait à côté ou qui prenait la place. Le numéro 3 clair, c'était Cornet, même si en début de saison, ils étaient un peu à la bagarre tous les deux. Mais après, voilà, il a vraiment été relayé au rang de quatrième pivot. Là, maintenant, il a toute la place, quoi. Azad, je voulais te demander, du coup, on avait parlé pendant la preview. Du coup, tu le trouves mieux comment Keita? Parce qu'on a vu plusieurs choses au niveau de de comment il défend en fait. Je le trouve assez mobile finalement. Tu vois, Alors, la mobilité, ça m'a jamais trop inquiété. C'était qu'est-ce qu'il en faisait de sa mobilité. Tu vois ce que je veux dire? que tu vois, parfois je l'ai vu monter assez haut sur l'écran, j'étais assez surpris, tu vois. Hmm. Genre, tu sais, se montrer, revenir sur le poseur d'écran et tout. Enfin, tu vois, des trucs que je m'attendais pas du tout. Bah, moi, je le préfère sur ça que en drop finalement ou en roamer. Je pense que il fait tellement de fautes dans ses lectures, un petit peu même des drives ou quoi, que finalement l'avoir en périphérie, comme il bouge très bien, et que tu siffles moins des fautes sur un intérieur qui défend un extérieur au niveau de la ligne à 3 points qu'au niveau du cercle, bah finalement c'est peut-être un meilleur moyen de l'utiliser sur Switch ou sur Edge que de le faire attendre proche du cercle, là où finalement il fait le plus d'erreurs, quoi. Mais on, Donc, on est ouais. plutôt très content de ce qu'il fait pour l'instant, de toute façon. Je pense que c'est ma meilleure surprise du début de saison. Lui, il se pose comme potentiellement le très bon pivot backup des années qui viennent. Oui, bah c'est difficile d'en faire un titulaire chez cette équipe des Celtics, comme plutôt l'impression que c'est une équipe des Celtics qui veut jouer avec un intérieur qui peut shooter. Après, les intérieurs qui peuvent shooter, vu que ça pousse pas non plus sur le cul d'un cheval, il y a bien un moment où potentiellement il va falloir faire autrement, tu vois. Donc, je sais pas s'il sera forcément backup. Non, mais ouais, mais tu vois, d'un point de vue niveau de jeu, quoi, on va dire. C'est plus Ouais, au il sera à niveau 25 global. minutes. Il sera à 25 minutes. Mais si on en trouvait un deuxième à 25 minutes, ça m'irait, hein, il y aurait même des minutes en rab. Donc, Mais 25 voilà. minutes, c'est ce qu'il joue, c'est même moins, hein. Il joue moins de 25 minutes par match.
C'est vrai, c'est assez déroutant. Ouais. Mais Après, bon, attention, il a joué que 6 hier parce qu'il s'est blessé, donc ça se trouve, ça floute un Ah peu. ouais, oui, mais c'est vrai, t'as raison. il en jouait quand même pas beaucoup plus que Ouais, 25 c'était pas avant non beaucoup, plus, hein, hein, c'est Johan, pas il a beaucoup. raison, mais Je suis je pas sais pas sûr que pourquoi. le moteur. Est-ce que le moteur fume pas un petit peu rapidement, hein? Bah, le moteur, peut-être pas, peut-être que c'est le cardio, enfin, peut-être que c'est Ouais. pas le moteur mental ou d'énergie, c'est le corps qui tient pas. Après, en même temps, nous, on a l'habitude de voir des Gugus de 2,10 m enchaîner les allers-retours, c'est quand même inhumain hein, de faire ça à des gens aussi grands, donc peut-être que Clairement. oui, il y a des mecs qui peuvent pas tanker des telles minutes, hein, et ce serait ok d'ailleurs. Ouais, Vaut parce mieux que 25 bonnes minutes que 35 minutes dégueulasses, hein. c'est sûr. Mais je suis surpris, là, du coup, j'ai le tableau sous les yeux. Je suis surpris de voir que Lucas Garza ne joue que 15 minutes par match, parce que je sais pas si les minutes sont, quand il est Mais c'est sur le parce qu'elles terrain, sont sont plus décélérées longues. les minutes avec lui sur le terrain, c'est pour ça que t'as C'est l'impression ça. qu'il y a... C'est exactement ça. Elles font plus souffrir, donc du coup, Ouais. elles paraissent plus longues. Mais ouais, effectivement, j'avais l'impression qu'il jouait plus que ça. Bon, est-ce qu'on dit un petit mot sur Chris Boucher et Xavier Tillman? On en a pas vu assez, et puis c'est pas très intéressant, peut-être. Et puis c'est pas grave qu'on n'en ait pas vu beaucoup finalement. Non, hein, on est En vrai, d'accord. Tillman, ça me fait un peu chier parce que je pense que Ouais, dans moi cette aussi. défense qui crée de la transition et tout, il aurait pu être intéressant, mais bon, Ouais. la vie en a voulu autrement. Après voir Enfin, moi je me rappelle il s'est murmuré quand Boucher avait signé que c'est parce qu'on lui avait promis le cinquième poste de titulaire justement. Bon bah ça n'est pas le cas et c'est pas trop grave, hein, on est d'accord. Menteur. Non, non, mais peut-être que lui, il est un peu déçu, mais bon, après, c'est... Bon ben voilà, on a fait un bon petit tour d'effectifs. Bah ouais. On va terminer peut-être par bah, on en a déjà pas mal parlé en filigrane tout au long de l'épisode, mais ça va être un peu notre question fil rouge tout au long de la saison. En gros, hein, trop fort pour tanker et a priori pas assez fort pour viser vraiment quelque chose. On n'a pas plus de réponses pour l'instant. On est d'accord que on est exactement au même point qu'en début de saison, à savoir est-ce qu'on va essayer d'aller viser quelque chose ou est-ce qu'on va lâcher à un moment pour se concentrer sur la draft. On n'a pas bien avancé sur ce sujet-là. Non, non, non. Moi, le sujet qui me fait un peu peur, c'est la valeur des joueurs. Est-ce qu'elle est pas... surtout des joueurs qu'on avait, je pense notamment à Derek White, est-ce que avec la saison plus compliquée qu'il est en train de vivre parce que plus de création, est-ce que ça va vraiment faire baisser sa valeur ou pas? J'espère pas, mais ouais, c'est plus ça que je me pose comme question pour l'instant que qu'est-ce qu'on va faire de cette saison. Clairement, avoir joué dans un effectif aussi compétitif, ça a fait briller des mecs un peu moins forts. Moi, je pense pas forcément qu'à Derrick White, parce que je pense que c'est une notoriété publique, c'est un super joueur. Mais un Sam Hauser est plus en difficulté. Est-ce que c'est juste le début de saison et voilà. Mais c'est quand même plus compliqué pour lui de trouver un peu d'espace pour trouver ses tirs. Et c'est un mec qui fait quasiment exclusivement que ça. J'exagère un petit peu, mais voilà. Après tu peux trouver de la valeur et voilà. Après, est-ce que tu avais envie vraiment de t'en séparer? A priori, de toute façon, le plan global est quand même d'attendre le retour de Tatum, mais c'est de regagner vite. Donc finalement, t'as pas envie de te séparer de tes valeurs sportives les plus fortes, quoi. Et un White, je pense qu'un White, dès le retour de Tatum, il retrouve son niveau en fait. Enfin, il retrouve ses chiffres entre guillemets, quoi. Parce que il est toujours monstrueux en défense, ça on l'a pas perdu. Il perd toujours très peu de ballons. C'est juste qu'on lui demande de prendre des pull-ups de partout. C'est Ouais, mais compliqué. c'est ce qu'on disait la dernière fois en fait, c'est que c'est un mec qui, bah, il lui faut peut-être un collectif plus, enfin, il brille jamais autant que quand il a de très bons joueurs à côté de lui, et là, bah, c'est moins le cas, quoi. Et surtout un mec qui, quand tu le mets à côté de super joueurs, il apporte aucun compromis. Donc c'est une pièce merveilleuse à mettre à côté de très forts joueurs en fait. Oui. Lui, il en a besoin, mais des très bonnes équipes peuvent avoir besoin de ce genre de mec pour gagner. On a été l'exemple parfait. Après, je pense que le tanking, tu en parlais, je pense qu'on sera un peu dépendant des blessures, hein, tout simplement, hein. Si tu as 2-3 absents un peu sur un mois et demi, bah, ça viendra un peu naturellement, hein. T'enlèves justement Derrick White ou Brown ou les deux pendant une petite durée, tu vas pas gagner beaucoup de matchs quand même, je pense, hein. Même les équipes faibles, tu seras pas au niveau, je pense, hein. Ouais, j'ai pas
je suis curieux de savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils vont essayer d'aller faire cette saison. Mais bon. Après, Parce qu'en peut-être fait, ils vont juste se laisser porter par les résultats. Ils ont essayé de faire les meilleurs matchs possibles. Et puis, finalement, c'est pas eux qui seront maîtres de leur destin. Ce sera aussi les adversaires. Hein. De toute façon, le match, tu le complètement. joues jamais tout seul. Mais vraiment, parce que là, pour l'instant, en fait, hormis Tatum, l'ensemble de l'effectif, t'as quasiment pas eu un mec sur l'injury report. Donc, en fait, pour l'instant, Mhm. t'as vu le top du top de ce que peut faire cette équipe. Moi, C'est avant le vrai. début de la saison, je pensais qu'Indiana, avec son fond de jeu, tout ça, et Sa c'est plus beau que Boston, profondeur. la profondeur, mais les mecs, Obi ils ont Toppin, André Nembhard, Ah bah merci les c'est mecs. en fait, il n'y a c'est pas un mec qui joue, donc là, t'as beau la profondeur, quand t'as plus de mecs qui jouent, t'as plus de mecs qui jouent, je veux dire. Donc, C'est moi, sûr. moi, tu m'aurais demandé avant le début de la saison, pour moi, les Pacers, c'était mieux que les Celtics, plus équilibré, et puis en fait, ben, ils ont pas remplacé leur pivot ni leur meneur, donc effectivement. Et en plus, tous les mecs autour, ils sont pas là non plus. Nesmith est pas là non plus, je me demande s'il est pas blessé un petit moment aussi. Ouais, du coup, tu te retrouves avec le pauvre Pascal Siakam tout seul, et ben, Mm. ils gagnent pas un match. Et ils ont pris une avance considérable sur le pic de draft. Eh oui, les salopes. Hein. Irrattrapable, je pense. comment c'est Baptiste en début de saison qui disait que ça faisait les dans votre épisode Azad où vous faites vos hot takes, il me semble qu'il disait que les Pacers vont en playoff sans Haliburton et sans passer par le play-in. Ouais, et bah, ouais, Et mais ben là, mon Baptiste, celle-là, elle mon est Baptiste, il dit pas légèrement que, froide. il dit pas que des trucs intelligents. Hein. Non, non. Moi, j'avais dit Derek White All-Star aussi dans cet épisode, donc bon. Ah ouais, Ah ben, ouais. il me tarde de le On a- réécouter celui-là, faudra le reposter celui-là, je crois bien. Ouais, bon, on n'est pas sûr, on verra. Mais Je non, mais regardais voilà, tout ça, c'est un peu ton- comme dit, on est un peu dépendant de qui joue aussi. Là, cette équipe à fond, ben, on voit qu'elle est à peu près à l'équilibre. Je pense que quand il va falloir se déplacer à l'ouest, on va prendre quelques raclées quand même à un moment. Hein. Je pense que j'attends le premier road trip de 5 matchs à l'ouest, ça risque de piquer un peu quand même. Hein. Pour l'instant, moi, je trouve, alors les chiffres le disent pas, les sites le disent pas, mais je trouvais qu'on avait quand même un calendrier relativement abordable, personnellement. Bah, c'est ce que j'allais te dire. Alors ça vaut ce que ça vaut parce qu'on est beaucoup trop tôt dans la saison, mais j'ai été voir là sur Tankaton pour savoir tu sais, tu peux savoir la Mhm. difficulté du calendrier restant. On a le 8e calendrier le plus compliqué restant. Donc on a quand même eu. Après voilà, c'est en début de saison les pourcentages, ça veut pas dire grand chose parce qu'il y a des équipes qui sont encore classées haut et qui vont se péter la gueule ou des équipes qui sont trop bas par rapport à leur niveau. Mais voilà, par rapport à ce qui a été joué jusqu'à maintenant, on a quand même eu le 8e calendrier le plus facile entre guillemets. Après, à Avec, comme partir tu dis, l'équipe au top sans Tatum. Donc ouais, il y a quand même des chances qu'à un moment ça chute un petit peu, quoi. au début de la saison, tu as un des 15 calendriers les plus faciles. Parce que tu joues à l'Est. Et que tu joues plus d'équipes de l'Est, tout simplement. Donc déjà, de C'est base, mathématique. de base, t'es dans le top 15 des calendriers les plus faciles. Donc effectivement, déjà au départ, Ouais, après cette saison, il y a quand même un. Je sais pas, enfin, je m'étais fait cette réflexion-là. On est quand même 11e. Alors attends, on est 11e, on est 10e, je sais plus. En ayant un bilan positif cette année, le classement de. Ouais, on est 10e en ayant un bilan positif. À l'Est, c'est pas quelque chose qui arrive souvent quand même. Il y a beaucoup d'équipes à l'Est qui sont en positif pour l'instant. Parce qu'il y a 3 équipes de l'Est qui ont gagné un match sur 45, non? Genre. Ouais, c'est vrai. Ouais. 1, 2, 3, c'est marrant. Washington 1, Indiana 2 et Brooklyn 3, quoi. Waouh! C'est- Bon, après, il y a les Pels et les Kings qui se battent fort pour rétablir un peu entre les conférences. Enfin, bon, du coup, pour avoir un pick top 3, il va quand même falloir se mettre à perdre des matchs, quoi. On sait pas non, si il c'est va l'objectif, falloir mais- donner des mallettes, surtout. Ouais, puis dans le genre de l'histoire, si jamais on s'imagine un petit côté complotiste et qu'on se dit que comme on a perdu Tatum pour la saison, peut-être qu'on pourrait avoir un peu de chance. Indiana, si on part du Hum. principe que c'est une possibilité, Indiana Putain, les aurait salopards, plus ils de vont avoir, raisons. ils Eh vont ouais, avoir ouais. Darin Peterson l'année prochaine. Ah, Oh là. t'imagines. Ah, le backcourt de dingue avec Haliburton qui revient. Laisse Sauf tomber. que Indiana, tout le monde s'en fout. Alors que nous, on a vendu la franchise 6 milliards.
Ouais, mais Il y a Indiana, quand même ils une étaient récompense. Attends, ils sont en finale NBA et ils tombent dans les bas-fonds. Là, c'est juste en un claquement de doigts parce que Haliburton se pète, qu'ils auraient pu gagner. Enfin, je sais pas s'ils auraient gagné, mais ils sont proches de. Enfin, en tout cas, il y a match dans le Game 7. Haliburton se pète et derrière, ils sont derniers. Le first pick, il est pour eux l'année prochaine s'il y a une histoire de complot. Enfin, Ah là là. on verra ça. Bon, après, tant qu'on est dans le top 3, on aura un super joueur. Donc, on n'a pas besoin du first. Ah non, moi je suis pas fan des deux autres en vrai, hein. Je préfère avoir Darren Peterson que Cam Boozer ou Dibansa. Ouais, à la limite, tu prends le pick 4, comme ça tu prends Caleb Wilson et tu te poses moins de questions, mais... Alors si je peux citer le mien, je sais plus lequel, c'est l'intérieur qui a le genou en vrac. Quentens, quelque chose comme ça. Jaden Quaintance, ouais. Oula, Voilà. j'ai mis un coup dans mon micro, je crois, je suis désolé. Le Jaden Quentens qui a une vibe Robert Williams de folie. Et moi j'ai vu quelques images et j'étais là déjà amoureux alors que je n'ai vu que 2 minutes 30 de clip, mais rien à faire. Il y a trop une vibe Rob Williams et il a déjà le genou en vrac, donc vraiment la ressemblance va loin. Donc vraiment c'est tout ce qu'il nous faut. Bon, je vous propose qu'on reparle de tout ça un peu plus tard dans la saison quand Allez. on s'approchera de la draft. En attendant, on va clôturer cet épisode. Les gars, merci beaucoup pour votre analyse toujours aussi sympathique. Et puis, on se donne rendez-vous dans une quinzaine de matchs, j'imagine, pour refaire un point. Et à votre avis, dans cette petite quinzaine de matchs, on est toujours à l'équilibre, ça a monté, ça a chuté. Allez, juste un petit pari comme ça pour finir. Allez, on est à combien là? On est à 9? Là, on est à 17 matchs, En positif, on est à 9-8. Donc, en imaginant qu'on fasse un point suivant aux alentours des 30 matchs joués, ce sera quoi le bilan? 13-17. Ah, c'est exactement ce que j'allais dire. Vince? Je ne se prononce pas. Ce qui arrive est pas facile. Là, j'ai Détroit, Minnesota, Cleveland, New York, Washington, Los Angeles, Toronto, Miami, Toronto. Ouïe, si on en prend 2 ou 3 là-dessus, ça va être compliqué. Ouais, du coup, ce sera plutôt. Allez, 12-18, je dis alors. Voilà, je n'arrive pas à tenir les comptes, mais en tout cas, ce que je viens de vous citer, c'est ce qui arrive vraiment là, voilà, jusqu'à la deuxième fois Toronto. Après, il y aura du Indiana, Portland, mais jusqu'à Toronto, il y a 8 ou 9 matchs délicats, dirons-nous. Eh ben, Donc, ça va peut-être être, négatif, léger négatif. on va passer au révélateur. Exactement. C'est pas plus mal. Allez, il est temps de terminer. Messieurs, merci. Et on se dit à très bientôt. Ouais, à la Merci prochaine. Joe. Salut À tout plus le tard. monde. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao. About a 2-second difference between the shot clock and game clock. Thomas on the drive, pull-up jumper, it's good! Isaiah Thomas gives the Celtics the lead with 2.4 remaining. 13 fourth quarter points. And Atlanta calls their final timeout. So many big shots for both teams, Jeff, down the stretch.